Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui suite à ma dernière vidéo où je vous demandais concrètement qu'est-ce qui vous intéresserait avec cette chaîne YouTube. Et où j'expliquais aussi que je me sentais pas très à l'aise avec le fait de pouvoir aller exactement là où je le voulais dans les sujets que je voulais aborder et de la manière dont je le voulais. Vous avez été plutôt unanime concernant vos commentaires, justement m'inviter à le faire et à ne pas hésiter en fait, tout simplement, à arrêter de me poser autant de questions. Donc je vais suivre vos conseils et j'aimerais faire aujourd'hui une vidéo assez spécifique. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas, je me suis pas apprêtée, j'ai des boutons, je viens de me lever. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas plus mal en finale que je me présente à vous comme ça parce que on va justement, pour moi, ça rentre dans le sujet que j'aimerais qu'on traite aujourd'hui, qui est en totale relation avec qu'est-ce qu'on considère être une femme, la féminité, ce genre de choses, et de manière beaucoup plus large en réalité, qu'est-ce qui fait que, personnellement, je me sens trans. Alors, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement diversifié, difficile à aborder, parce que il traite de choses qui sont très difficiles à expliquer, qui sont difficiles à aborder dans un ensemble. C'est un exercice qui est extrêmement dur et moi je me considère pas, même aujourd'hui au stade où j'en suis, de pouvoir en parler correctement avec toute la justesse que j'aimerais, tout simplement parce qu'en réalité ce sont des choses qui sont extrêmement profondes et qui demandent du coup des termes qui sont justes, qui demandent une réflexion extrêmement large et factuellement, en fait, rien que dans cette vidéo, je ne pourrais absolument pas traiter de tout le sujet avec toute la largeur que j'aimerais. C'est aussi extrêmement compliqué parce que, personnellement, moi, j'envisage toujours mes réflexions, j'envisage toujours mes observations avec différents points de vue. J'essaye toujours au maximum d'avoir certes ma vision personnelle, mais aussi de m'en détacher, de m'en extraire, de faire l'effort justement et l'exercice intellectuel de pouvoir observer tout ce que je veux observer et tout ce que je peux observer de différents points de vue, dont un point de vue personnel et une multitude de points de vue qui le sont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus détachés de mon personnel, de mon ego, de mon expérience, de toutes ces choses. Je pense que c'est un exercice qui est extrêmement important parce que ça me permet en fait de me détacher de ma pensée, de me détacher aussi de cette idée que ce que je pense personnellement est ce que je suis. Je pense sincèrement que nous ne sommes pas uniquement ce que nous pensons. Bien au contraire, je pense même que ce que nous pensons est qu'une infime en fait partie de ce que nous sommes réellement. Et j'ai toujours eu un peu horreur, en tout cas personnellement, de moi-même envers moi-même. J'ai toujours eu horreur, plus jeune, d'avoir ce biais de penser où ce que je pensais était profondément identitaire en fait. Et j'ai eu une période où je me suis énormément construite en fait sur ce que je pensais et ça m'a amené du coup à avoir des comportements ou des manières d'agir qui étaient du coup très très égotiques et surtout qui m'enfermaient en fait au reste du monde. J'ai très rapidement considéré que ma pensée forcément était la meilleure, était la bonne, était celle qui convenait alors qu'en réalité elle me convenait à moi selon le point de vue et la conscience que j'avais de mon vécu et du monde qui m'entourait. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais tout ça pour dire que c'est extrêmement aussi difficile pour moi d'aborder n'importe quel sujet en vidéo puisque pour parler d'une multitude de points, du coup, de points de vue que je peux avoir et que je me force à exercer, c'est extrêmement difficile. Bon, bref. Donc, je vais essayer principalement ici de me concentrer du coup sur le fait de vous parler de ma vision très personnelle. Donc, prenez bien en considération ici que c'est un échange. C'est comme si nous dialoguons entre nous. Je veux simplement vous offrir un point de vue qui est du coup très personnel, qui se porte aussi sur mon vécu. Et je pense que c'est intéressant parce que justement, je trouve qu'il y a très peu de représentation
de ce dialogue-là, en fait. Il y en a aucun, en tout cas, sur les médias mainstream, la télé, les articles de presse ou tout ce genre de choses que je peux voir. Il y en a très peu sur YouTube et en tout cas, il y en a jamais de la façon dont j'aimerais l'exprimer là, ou alors en tout cas, je suis pas tombée dessus. Donc je me dis voilà que ça peut être intéressant et que ça peut être important. Je pense que c'est d'autant plus important et d'autant plus intéressant que cette vidéo du coup peut toucher des personnes qui sont concernées, donc des personnes trans, mais aussi des personnes qui ne le sont pas. Puisqu'en réalité, ce qui me pousse aussi à faire ça, c'est que c'est un dialogue que j'ai régulièrement avec des personnes qui ne sont pas touchées par ces questions, que ce soit LGBT ou queer, encore moins de transidentité, et que j'arrive toujours en fait à avoir des dialogues qui sont très très intéressants et surtout en fait l'expression de ma vision par rapport à tout ça fait toujours sens en réalité pour ces personnes qui ont énormément de mal à comprendre, à cerner de quoi il en s'agit exactement pour ma personne. Donc je me dis voilà que pour toute personne qui n'est pas du tout habituée à ces choses-là, ça peut être intéressant pour vous. D'autant plus que comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, je suis extrêmement comment dire, je suis extrêmement au fait sur les questions LGBT, queer, etc. Mais en réalité, je vis pas ma transition pour une question qui se veut découler de ce que des personnes qui sont pas concernées pourraient catégoriser de woke entre guillemets. Ce que j'entends par là, c'est que si jamais vous venez sur cette vidéo et que vous avez justement cette phobie du woke ou cette haine où vous avez énormément de mal, ce que j'observe énormément sur les réseaux, je pense que le dialogue qu'on peut avoir ici peut passer outre en fait comment dire, cette difficulté ou cette colère ou cette haine, enfin peu importe comment est-ce qu'on peut nommer ça, mais en tout cas cette difficulté que vous avez justement avec ces sujets-là, woke, LGBT, etc. et tout. Bon, bref. Je sais pas trop par où commencer, je vous avoue. Je vais peut-être commencer par parler justement de mon expérience personnelle. Moi, je sais que c'est une question qui est pas arrivée directement, entre guillemets, mais c'est une question qui est quand même arrivée très tôt dans ma vie, à partir de mes 9 ans, en réalité. Je pense que la première fois où j'ai été confrontée justement à ce questionnement, sans qu'il soit clair et précis, c'était à mes 9 ans. Je faisais partie d'une chorale, et pendant cette chorale-là, justement, donc j'étais soliste, j'avais une voix qui était très aiguë, et j'avais un gros contrôle aussi sur ma voix. Ça a été même d'ailleurs la première activité où je me sentais à l'aise et où je me sentais pouvoir m'exprimer moi. J'ai commencé à muer et à vivre en fait les effets de la puberté d'un corps du coup masculin sur ma personne, et instantanément c'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal, sans que je comprenne vraiment pourquoi, sans que je puisse mettre des mots dessus, sans que je puisse même en parler. Je me sentais pas du tout en parler, en fait. Aussi parce que j'avais pas comment dire, j'avais pas le recul nécessaire et l'expérience pour pouvoir observer concrètement qu'est-ce qui se passait, mais en tout cas, il y avait un mal-être par rapport à ça, qui était très fort chez moi. Ma voix a changé, j'ai perdu mon contrôle, j'ai perdu ce dans quoi je me sentais, ce dans quoi j'étais en train de me construire, en fait, tout simplement. J'ai perdu un gros pilier à ce moment-là. Et je peux le voir de plusieurs manières. Je peux le voir justement d'une manière purement psychologique, où justement, comme je viens de le dire, c'était un pilier, c'était quelque chose qui était très important pour moi, très fort, sur lequel j'étais en train de me construire. Et étant donné que c'était un des premiers piliers sur lequel j'étais en train de me construire, on pourrait juste s'arrêter à ce truc-là et se dire, bon, c'est une transformation en fait, voilà, du corps, donc il y a forcément quelque chose qui se veut être dur. Mais j'observais malgré tout, à partir de ce moment-là, justement, que j'étais ouverte à l'observation de ces changements corporels, et tous les changements qui ont découlé justement du début de ma puberté, pardon, ont été quelque chose qui était extrêmement dur personnellement et dans lequel je me ressentais pas. En parallèle à ça, du coup, c'est aussi à partir de cette période que le fait de devoir rentrer dans les cadres sociaux de la masculinité, dans mon cas, se sont accentués. En fait, le monde, à partir de ce moment-là,
attendaient davantage de moi, en fait, que je rentre dans ces codes, que mes parents attendent que je rentre dans ces codes, enfin, que ma famille, de manière générale, attendent de moi davantage que je rentre dans ces codes. Et c'était quelque chose dans lequel je me sentais extrêmement vulnérable, fragile et surtout pas du tout à l'aise. En fait, c'était quelque chose dans lequel je me sentais vraiment pas du tout, en fait. Et sincèrement, je pense qu'à cet âge-là, je me posais pas du tout la question de est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je me sens autre chose ou quoi que ce soit. Les choses n'étaient pas du tout aussi simples et binaires en réalité. La seule chose que je peux nommer, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'observais que ce vers quoi on me poussait à aller ne correspondait pas du tout à ce que j'étais et je me sentais pas du tout en adéquation avec ça, tout simplement. On revient souvent en réalité un peu comment dire, ce reproche qui peut être fait justement aux personnes trans de qu'est-ce qui fait, enfin comment est-ce que vous pouvez définir la féminité, enfin il y a souvent ce reproche de par exemple qu'on fait un stéréotypage sur justement les habits, voilà, on reproche aux personnes trans, voilà, de considérer qu'elles se sentent femmes ou hommes à travers les habits et du coup que c'est un stéréotypage de, de, de ce que peut être justement la masculinité ou la féminité et que en fait, c'est limitant, en fait, c'est presque insultant, en réalité. Ce que je comprends tout à fait. Et justement, j'en parle là parce que, à cet âge-là, c'était pas du tout quelque chose qui se portait à moi. Par exemple, quand ces questions ont commencé à vraiment venir en moi et à se poser, la question des habits ne venait pas du tout. Parce que, en réalité, à l'époque, on faisait pas forcément de distinction entre les habits d'hommes et de femmes, puisque, c'était nos parents qui nous habillaient, c'était pas une expression personnelle, c'était pas, bref, en réalité, moi, la problématique ne venait pas de là, personnellement, et d'ailleurs, elle ne l'est toujours pas, je veux dire, pardon, excusez-moi, puisque même avant ma transition, je m'habillais avec énormément d'habits de femme et j'étais vraiment dans une expression corporelle très non binaire et c'était pas du tout un problème. D'ailleurs, comme vous pouvez l'observer, là, la plupart de mes habits, ça c'est pas des habits de femme, ça c'est pas ensuite de femme. Bon, bref, c'est des fringues que j'avais avant. Et c'est pas ce qui fait aujourd'hui que je me sens femme ou non. Et ça n'a jamais été d'ailleurs ce qui faisait que je me sentais femme ou non. Et encore moins à cette époque-là. Par contre, ce qui était extrêmement dur, justement, comme je viens de le dire, c'est toutes ces attentes de code. C'est-à-dire une manière d'évoluer, une manière de développer sa psychologie, une manière d'interagir socialement, une manière d'interagir avec les filles, les garçons. C'était justement, en fait, un encadrement social qui était extrêmement large, qui était extrêmement difficile du coup à cerner, à comprendre aussi à cet âge-là, mais que dans tous les cas, qui m'était imposé en fait et que du coup je subissais et qui ne me convenait mais absolument pas. Et sincèrement, j'avais un énorme détachement où j'étais là, expectatif et j'observais ce qu'on attendait de moi, je le faisais parce qu'il le fallait, mais ce n'était pas du tout consenti de ma part. En fait, je me sentais obligée de le faire parce que je n'avais aucune autre, comment dire, représentation de comment pouvaient être les choses. Surtout à cette époque-là, en fait, il y avait aucune représentation. Et d'ailleurs, les seules représentations, je le dis maintenant, mais les seules représentations trans qu'il y avait à l'époque étaient soit amenées par de l'humour, du bâchage en fait de la transidentité, qui était extrêmement vulgarisé, qui était très vulgaire, qui était très, bref, qui était en fait tout simplement fait par des personnes cis pour des personnes cis pour faire de l'humour en fait. Et moi, je me sentais pas du tout là-dedans en fait. Ce qui était représenté à ce moment-là, je me sentais pas du tout. Enfin, ça ne me représentait pas non plus. Et même le peu que je pouvais voir à l'époque, qui était réellement, qui était une représentation réelle de personnes trans, ne me parlait pas, tout simplement parce qu'en fait, je pense qu'il y a énormément de manières de vivre ces choses-là. C'est comme tout, en fait, il y a, tout est unique, toute personne est unique, et bref, le peu qui était montré à ce moment-là ne me convenait juste tout simplement pas, en tout cas ne répondait pas à ce qui pouvait se retranscrire en moi, quoi, tout simplement. Bref.
Donc en fait, les questions étaient peu profondes que ce qu'on peut l'imaginer et les réponses étaient beaucoup, 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 beaucoup plus floues. En réalité, je ne pouvais même donner aucune réponse de ce qui pouvait me traverser, de quelles étaient mes difficultés. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'en ai pas parlé, en fait, parce que personne ne m'a parlé. Parce qu'en fait, comment dire, dans la société, rien ne me montrait que les questions que j'avais, la difficulté que j'avais, existaient. En fait, je me sentais juste tout simplement seule, profondément seule. Et donc, de ce fait, je me sentais être une profonde erreur. Et de par ce fait de me ressentir comme étant une profonde erreur, j'ai juste terré complètement ces questions. J'ai terré ce qui s'imposait à moi. En fait, je me faisais toute petite par rapport à ça. Et je me disais que j'aurais peut-être des réponses plus tard ou que c'était juste un truc à fuir en fait tout simplement parce que c'était une erreur en fait quoi. Et surtout en fait j'avais pas de mots, je ne savais pas de quoi il s'agissait quoi. Je pouvais pas parler de ça à qui que ce soit tout simplement parce que je n'avais pas les mots et je n'avais pas aussi les mots parce que on ne me donnait pas les mots pour en parler. C'est pour ça que je tiens aussi à parler de cette époque-là parce que je pense que c'est important aussi pour comprendre en quoi justement il y a aujourd'hui un combat sur le fait d'éduquer les enfants à ça. Le fait, c'est pas de rentrer dans une idéologie sectaire où on veut pousser les enfants, entre guillemets, à, à transitionner ou ce genre de choses. C'est juste expliquer que ces choses-là peuvent exister. Et je pense que c'est important parce que justement, moi, je me projette justement dans ce que j'ai écrit. Je me dis, si quelqu'un était venu vers moi pour me parler de l'existence de ça, juste me parler de l'existence de ça m'aurait pas davantage poussé à ça. Si par exemple j'étais pas une personne concernée, j'aurais juste osé le truc quoi. J'aurais oh, ok ça existe très bien, hop là et je serais passé à autre chose. Je vais dire toutes les choses dont on m'a parlé quand j'étais gamine, je les ai pas approuvées. Je suis pas rentrée dedans comme n'importe quoi de sectaire. Je veux dire on m'a parlé de la guerre et je suis pas devenue fan de guerre. Et j'ai voulu devenir guerrier. Enfin voilà, même aux jeux vidéo que j'ai fait, auxquels j'ai joué, auxquels je me suis même profondément plongé et même passionné, c'est pas pour autant que je suis devenu ces choses-là. Donc, il y a vraiment une grosse distinction à faire, je pense, là-dessus. C'est que, à ce moment-là, si on était venu vers moi, gamine, et qu'on m'aurait parlé de ça, étant une personne concernée, je me serais dit, ok, ça existe. C'est-à-dire que, il y a peut-être un espace sur lequel je peux apprendre à m'exprimer par rapport à ce qui se passe déjà en moi, avant même qu'on m'en parle, en fait. Et je pense que c'est ça que qu'il est important de comprendre. Et je pense que c'est aussi une question d'amour envers son enfant. En tant que parent, par exemple, on peut pas savoir exactement qu'est-ce qui traverse l'enfant. Et je pense que quand il s'agit d'amour, il s'agit pas de forcer l'enfant à être à l'image, comment dire, à rentrer parfaitement dans les codes et dans l'image qu'on se fait de lui. Dans tous les cas, le gamin sera unique, il pourra être et uniquement être que ce qu'il est en fait. Et ça, c'est une chose qui est en dehors de notre contrôle en tant que parent. On va certes agir, on va certes le guider, on va lui apprendre énormément de choses. Sa psychologie va forcément découler de ce qu'on lui a appris, certes, mais il y a des choses qui sont plus profondes que ça et qui vont forcément découler de lui et uniquement lui. Et ces questions-là, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur en fait. Profondément, ça ne vient pas de l'extérieur. Je parle aussi, par exemple, de mon cas parce que à cette époque-là, comme dit, il y avait aucune représentation. Ça n'existait pas en réalité. Je vous ai parlé de quelques exemples que j'ai pu voir, mais en réalité, c'était même beaucoup plus tard, quoi. Et je n'avais aucun exemple de ça, et pourtant, c'était déjà profondément là en moi. Et on n'a pas eu besoin qu'on vienne me parler de l'existence de ces choses-là pour que je me dise, mon Dieu, quoi. Au contraire, en fait, le fait qu'on ne me parle pas ne m'a pas donné les outils pour en parler. Et le monde est passé complètement à côté de ce que je pouvais être, des difficultés que je pouvais vivre pendant très très longtemps, justement parce que je n'avais aucun mot pour parler de ça. Et que du coup, la seule chose que je pouvais faire de ça, c'était le taire, le cacher et le fuir. Et c'est ça la problématique, c'est que je me suis fui pendant très très longtemps. Ce qui a été catastrophique pour moi, pour ma psyché, pour mon bien-être, pour plein de choses. Et dans mon cas, par exemple, je vais parler de ma mère. Ma mère aurait eu ces outils à l'époque-là, aurait pu me parler de ça, aurait vu ma réaction face à ça, elle aurait pu agir. Ma mère n'a pas pu agir. Elle n'a pas pu agir là-dessus parce qu'elle était inconsciente de ça. Alors que la seule chose qu'elle voulait, par exemple, c'était mon bien-être
le fait que je puisse évoluer convenablement, etc. et tout. Ça veut pas dire qu'elle m'aurait poussé à fond dans la transidentité et qu'elle aurait pas réfléchi. Mais en tout cas, elle aurait pu se poser avec moi, elle aurait pu en discuter, elle aurait pu m'aider à aller voir des personnes qui auraient pu m'aider par rapport à ça. Justement, pour faire le point, savoir qu'est-ce qu'il en était et faire juste ce qui était convenable par rapport à ce qui me traversait. Et peut-être que ça aurait pu être passager. Peut-être que ça ne l'était pas. Mais dans tous les cas, en fait, elle n'était même pas consciente de ça. Elle n'a pas pu agir. Elle n'a pas pu être actrice des difficultés, enfin, face aux difficultés qui me traversaient. Et c'est quelque chose qui, personnellement, elle a mal vécu et qu'elle se reproche aujourd'hui, alors qu'en réalité, elle n'y est pour rien, quoi. Elle n'y est vraiment pour rien. Concernant mon père, c'est encore autre chose. Mon père, bon, bref. On va parler de mon père, mais c'est encore autre chose. Je pense que, après, justement, toutes ces questions de code, etc., un peu plus tard, justement, vers mes 13 ans, donc ça faisait un moment que j'étais sur Internet, mais je suis arrivé sur un jeu vidéo qui s'appelait Second Life. Alors c'est pas vraiment un jeu vidéo, on va dire que c'est une sorte de métaverse sur lequel on peut conceptualiser, enfin, en fait, c'est tout simplement un lieu en 3D, interconnecté partout dans le monde. Et tout ce qui existe dans ce monde en 3D est créé par les utilisateurs. Votre avatar est créé par vous, tout ce qui vous entoure est créé par vous et les autres, et voilà, c'est un énorme terrain de jeu, c'est un énorme bac à sable dans lequel on pouvait évoluer, et on pouvait créer, on pouvait échanger, faire n'importe quoi, faire du code, développer des systèmes, développer des bâtiments, faire de l'architecture. Il y avait énormément de choses, il y avait aussi une économie à l'intérieur, avec le Linden, qui était du coup considéré comme une monnaie, et le Linden faisait partie en fait tout simplement de... comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, de la bourse en fait tout simplement, quoi. Il y avait des taux de change et c'était fluctuant, etc. Bon bref, il y avait toute une économie, il y avait énormément de gens, et c'est pour ça que le jeu était destiné aux adultes, mais bon, moi j'étais passé outre ça. Dès mes 11 ans j'étais sur ce jeu, mais à mes 13 ans en fait j'ai découvert le roleplay en fait sur ce jeu-là, qui consistait en fait à avoir des endroits qui étaient spécifiquement conçus justement pour incarner des personnages, y attacher une histoire et nous permettre d'incarner ce personnage et d'échanger entre tous ces personnages et créer une histoire commune. C'est quelque chose qui me plaisait énormément parce qu'en fait ça me permettait d'avoir un cadre dans lequel je pouvais créer n'importe quoi, n'importe quel personnage, n'importe quelle histoire et la faire évoluer de manière organique. C'est du théâtre organique en fait tout simplement, du théâtre d'improvisation. Et donc bon, à travers un avatar, à travers de l'écrit, c'était très très textuel, pas de voix, ça me demandait pas en fait d'utiliser mon corps réel. Et j'ai été passionnée par ça pendant très longtemps. Et j'ai été passionnée par ça aussi parce que ça m'a apporté une réponse assez rapidement à justement tout ce qui pouvait me traverser. À travers ce jeu vidéo justement, et je pense que ça a été quelque chose qui m'a donné beaucoup de réponses. Il y a un moment donné où j'ai commencé à incarner des personnages féminins par curiosité, puisque justement je voulais vivre autre chose que ce que je vivais dans ma vraie vie. Donc je suis allée justement incarner des personnages féminins et je me suis pris une énorme claque dans la gueule quand j'ai observé que j'étais extrêmement à l'aise dans cette expression. Mais c'était le jour et la nuit. Et ce qui était assez fou, c'est que sur cette plateforme, en fait, j'avais juste la liberté totale d'aller au bout de cette incarnation. Et très rapidement, en fait, je me suis dit, mais en fait, au-delà même du RP, qu'est-ce qui se passe si je m'exprime complètement à travers un personnage féminin, même en dehors du roleplay? C'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais juste extrêmement à l'aise, en fait. Et je pouvais pas expliquer pourquoi ni comment. Encore une fois, parce que je manquais énormément de richesse pour pouvoir parler de ça. Mais une chose était sûre, je le vivais personnellement profondément. Et je me sentais 1 million de fois plus être moi à travers un jeu qui se passait dans un univers qui n'est pas réel que dans la vraie vie. Ce fait qu'en fait, en réalité, pendant très longtemps, j'ai fui la vraie vie pour me retrouver continuellement justement sur Internet parce que j'ai compris que je pouvais être moi pleinement à travers uniquement cet espace immatériel en fait. Et là, encore une fois, sur ce jeu vidéo, on va dire que c'est un jeu vidéo, sur ce jeu vidéo, personne ne m'a poussé à ça. Personne ne m'a dit ça existe, personne ne m'a dit c'est possible, personne ne m'a dit... C'est juste moi qui suis tombé par hasard, qui ai fait mes expérimentations et qui ai compris par ces expérimentations, certaines choses en fait.
Sauf que c'est devenu mon petit jardin secret, pardon. J'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé non plus sur le jeu. Je crois pas en avoir parlé sur le jeu, alors très très peu. Je crois qu'il y a que une ou deux personnes qui ont compris un peu ce truc. D'ailleurs, j'ai encore dans mon entourage aujourd'hui certaines personnes que j'ai connues à cette époque, qui m'ont connu très très jeune et qui ont vu justement tout ce cheminement, et qui pour eux, en réalité, c'est extrêmement évident aujourd'hui que je m'exprime à travers cette transidentité, puisqu'ils ont eu justement accès à ce jardin secret à ce moment-là qui était caché au monde entier, sauf aux personnes qui faisaient partie de ce jeu-là justement. Et le truc qui était dur, c'est que quand je revenais justement à ma vraie vie, je me posais des questions justement par rapport à ça. Très rapidement, en fait, j'ai compris que j'étais une femme et que j'étais pas du tout dans un corps qui me convenait. Ça, c'est la première réponse qui m'est venue. En réalité, aujourd'hui, je le pense pas. Je pense pas que le corps ne me convient pas. Parce que j'ai une vision très spécifique qu'on va développer du corps. Mais, à l'époque, c'est comme ça que je le vivais. C'est comme ça que c'est les premiers mots que j'ai pu mettre, en fait, sur ma transidentité. C'était, je suis pas dans le bon corps, en fait. Et, encore une fois, en fait, je ne voyais rien par rapport à ça. Et le tout petit peu que je voyais était catastrophique. Donc, en fait, je me sentais pas le droit. Je me sentais vraiment pas le droit. Donc, je me suis cachée, mais totalement du monde. Et je n'ai jamais parlé de ça, quoi. Vraiment, j'en avais honte, en fait, tout simplement. J'en avais honte. Et je me disais, bon, bah, c'est comme ça. Je suis ça. Mais ça sera jamais. Ça ne le sera jamais. Ça ne le pourra jamais parce que c'est pas possible. Parce que la nature n'est pas faite comme ça, parce que, en fait, de tous les référentiels que j'avais, c'était juste pas possible, en fait. C'était juste pas possible. Donc, je le fis IRL, et puis, je me permettais de vivre ça à travers cet espace immatériel 3D. Et je me contentais de ça, quoi, tout simplement. Donc après, forcément, j'ai grandi. C'est d'ailleurs à partir de cette époque-là, vers mes 12-13 ans, que j'ai commencé à vraiment me former ma propre pensée, ma propre psychologie, mon propre caractère, en fait, tout simplement. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les groupes de musique qui m'ont bercé, que j'ai commencé à faire de la musique, que j'ai commencé en fait à me construire, quoi. Mais je me construisais en parallèle dans la vraie vie et dans ce jeu, et pour le coup j'étais vraiment dans une construction pleine et complète de ma propre personne sur ce jeu-là et non dans la vraie vie. Bref, le temps a avancé, les gens partaient de plus en plus de ce jeu-là, donc j'ai commencé à perdre un peu l'intérêt de ce jeu, et je me suis retrouvé à un moment donné sans avoir d'espace en fait où exprimer ces choses-là, donc j'étais plus pleinement dans la vraie vie, d'autant plus que c'était aussi, vous savez, la construction de l'adolescence. Et l'adolescence, elle se faisait principalement dans la matière. Et donc j'ai commencé à fuir un peu, en fait, d'autant plus tout ce que j'avais pu comprendre et vivre. Parce que, certes, ça m'avait donné des réponses par rapport à moi, mais ces réponses n'étaient pas des solutions, puisque dans la vraie vie, elles n'étaient pas applicables, quoi. Donc j'ai juste fui totalement ça, et je suis rentrée pendant un moment vraiment dans l'incarnation de la masculinité, puisque c'est ce qu'on attendait de moi et c'était la seule chose que je me sentais pouvoir faire, en fait, tout simplement. En plus de ça, le corps changeait énormément, poussait des poils, l'ossature qui change, les muscles qui changent, le visage qui change, la barbe qui commence à pousser, et c'est des choses que j'ai extrêmement mal vécues, mais que je me suis sentie forcée, en fait, d'enlacer, en fait, et d'incarner, parce que j'avais pas de choix, quoi. En plus de ça, il y avait toute la pression sociale, justement, d'être un bonhomme, de machin et tout et tout. Et je me rappelle, en fait, justement, j'étais quelqu'un qui manquait énormément de confiance en moi, qui a vécu beaucoup de difficultés autres que celle-ci. J'en parlerai plus tard, mais il y avait du TDAH et de l'autisme aussi, ce qui a été catastrophique à l'école et j'en passe. Enfin, j'ai été une personne qui a été extrêmement bully sur tous les plans. Et en fait, je faisais des choses pour répondre à ça. Comment dire, le but c'était aussi de me permettre de survivre face à cette violence continuelle qu'il y avait de la part des adultes et des autres enfants. Et pour répondre à ça, en fait, j'étais forcée, en fait, de rentrer dans les codes masculins
Et je me rappelle que les premières fois où j'ai eu de la moustache, je me suis regardée, j'étais là en mode, mon Dieu, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, ça me débexe, ce n'est pas moi, je comprends pas pourquoi mon corps se transforme, laissez mon corps, laissez-moi mon corps, en fait. Et, et pourtant, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est me la raser pour espérer que ça pousse le plus vite possible. Parce que c'était la possibilité d'avoir un masque social et de pouvoir incarner davantage en fait les codes qu'on attendait de moi, là où j'étais pas capable de les incarner autrement, c'est-à-dire psychologiquement, etc. Et bah en fait physiquement ça pouvait être un masque qui me permettait de passer outre un peu certains bullies, enfin certains bullying, bref. Et ouais, je suis rentré en fait dans une incarnation stéréotypée de la masculinité parce que bah c'est un peu tout ce qu'on avait tous à cet âge-là en fait, de rentrer dans ces codes de stéréotypes de genre pour qu'on nous laisse un peu tranquille, pour qu'on nous considère un peu plus adultes, pour que on gagne en fait de la liberté, en fait, tout simplement, parce qu'on avait vraiment cette sensation que l'expression du genre était aussi l'expression d'une maturité, et cette maturité était liée au fait de pouvoir être libre de nos actions, enfin bref. Donc ouais, j'ai commencé à incarner ça alors que ce n'était pas moi. Et de ce fait, j'ai complètement fui ces questions pendant très longtemps. Euh, j'ai quand même eu certains passages où, même gamine, en fait, je me travestissais. Je parle bien de travestissement à cette époque parce que c'était clairement la recherche. Hein. Je faisais ça avec ma cousine, c'était pour rire et on était en... Voilà, c'était pendant Noël ou ce genre de conneries. J'ai ma cousine qui voulait m'habiller en fille. Bah, moi, je voulais juste m'amuser avec elle, donc on le faisait. Mais n'empêche que j'exprimais ça avec beaucoup d'humour. J'allais me présenter à mes parents, on en rigolait, voilà, tout le monde se foutait de moi, etc. et tout. On était encore une fois dans ce trait de l'humour. Et moi, je le montrais de ce trait-là. Mais n'empêche que c'était des choses qui me parlaient énormément, en fait. Ces moments-là que j'avais avec ma cousine, c'était quelque chose qui m'était très agréable. Et même moi, après, en fait, c'est quelque chose qui me correspondait. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à développer un peu aussi ce truc de, ok, bah, même dans mon expression corporelle, même dans mon expression vestimentaire, etc. et tout, c'est quelque chose qui est plus en adéquation avec moi. Pour répondre à ça, du coup, plus tard, justement, je suis rentrée, bah, vers mes 7 ans à peu près, je suis rentrée justement vers quelque chose qui était l'expression corporelle qui était beaucoup plus androgyne. Je m'exprimais vachement justement à travers cette mode émo, entre guillemets, euh, assez gothique, mais très androgyne. J'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. Je les avais jusque-là, je cachais mon visage, enfin on voyait rien, quoi. J'avais juste vraiment des cheveux comme ça dans la gueule, et on voyait rien, enfin c'était nimp. Tout noir, tout noir, je mettais des slims très... Enfin, en gros, déjà, j'avais une corpulence qui était extrêmement androgyne, et en plus de ça, j'avais une expression corporelle qui était extrêmement androgyne, et du coup, ça venait répondre un peu à ce truc-là. Donc, c'est pas quelque chose qui a été trop compliqué et trop dur pour moi, à cette période-là de ma vie, pardon, parce que justement, j'avais cette réponse androgyne, et ça me convenait. En fait, dans tous les cas, ça me convenait, m'en foutais un peu. Par contre, ce qui était extrêmement dur, c'est que justement, je suis rentré dans une période où le cisaillement entre les garçons et les filles se faisait de plus en plus grand socialement et où je l'ai extrêmement mal vécu. Je n'appréciais pas spécifiquement la compagnie des garçons. Premièrement parce que leur psychologie ne me parlait pas. Je ne la comprenais pas. Elle me débectait même. Presque elle me dégoûtait en fait. Je faisais face un peu à ce truc. Déjà à cette masculinité toxique qui était omniprésente. À comment dire, cette confrontation de la masculinité entre nous qui était continuelle, à comment dire, au fait d'être continuellement aussi en j'ai plus le terme là, j'ai un trou de mémoire, mais en compétition, voilà. Et puis en fait le fait que tout soit tourné continuellement vers les filles, le sexe, etc. et tout. Ça me dégoûtait, et en même temps j'avais la testostérone qui était en pleine ébullition, et je me faisais même dompter et par la testostérone, et je le vivais extrêmement mal parce que j'avais aussi des pulsions corporelles qui psychologiquement ne me convenaient pas du tout, mais qui étaient comme présentes, quoi. Donc je me retrouvais aussi un peu dans des constructions similaires, tout en ayant ce dégoût, tout en ayant ce recul, sans avoir justement des mots, des termes et ce qu'il fallait pour pouvoir comprendre de quoi il en découlait. Bref, j'étais complètement paumée, sincèrement. Et aussi, je vivais extrêmement mal mon rapport avec les femmes parce que moi, j'étais très attirée justement par le fait
d'échanger davantage avec les femmes parce que c'était des espaces qui me parlaient davantage, qui me correspondaient beaucoup plus psychologiquement. Mais en fait, c'était extrêmement dur. J'avais pas accès à ça parce que je suis considéré comme un mec. Et d'ailleurs, j'ai vécu extrêmement mal le fait que ce soit les mecs ou les meufs, qu'on me catégorise de base, de facto, comme tous les autres mecs. C'était quelque chose que je vivais extrêmement mal et j'en ai même développé une sorte de phobie où en fait, c'était juste extrêmement violent pour moi. Je me sentais totalement invisible. Justement parce que, de facto, juste parce que j'avais une barbe, par exemple, paf, on se disait, ok, bah, lui, il va forcément vouloir nous pécho, il va forcément vouloir du cul, il va forcément, enfin bref, blablabla. Je vous passe énormément de trucs, mais tout ça, je l'ai extrêmement, extrêmement mal vécu. Alors c'est dur en fait de vous parler de mon passé en ne parlant que de cet aspect-là, parce qu'il y a énormément de choses qui sont liées. Mais je pense qu'à partir de là, justement, je suis rentrée davantage dans l'ère adulte, entre guillemets, même si j'ai toujours eu énormément de mal à rentrer dans cette ère adulte, entre guillemets. Mais j'ai encore plus fui ça. J'ai fui énormément ça, j'ai toujours plus essayé d'exprimer ma masculinité, entre guillemets, parce que je me sentais obligée de le faire et que c'était une réponse de survie. Et puis j'ai eu un déclic, je pense, vers mes 23 ans, où justement j'ai rencontré les milieux LGBT, où j'ai rencontré mes premières femmes trans, et je me rappelle que la première fois que j'ai vu une autre représentation de femmes trans, qui pour le coup me correspondait, j'étais là, j'observais et je comprenais pas ce qui m'arrivait, parce que ça faisait tellement d'années que j'avais fui ces questions, et que j'avais complètement oublié en fait tout ça. Et là je me reprenais ça dans la gueule, et j'étais en mode waouh, en fait, là, je me rends juste compte que je me fuis moi-même sur certains points, puisque rien que de voir cette personne-là réveille énormément de choses en moi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en est, etc. et tout. Je pense que la première réponse que j'ai eue à ça, c'est que je me convenais pas du tout dans mon expression masculine à ce moment-là. D'autant plus que j'essayais de me changer un peu, alors j'avais aucun style vestimentaire, hein, je ressemblais à rien. J'essaie justement de changer un peu ça, de machin et tout. Et en fait, assez rapidement, en me développant justement dans mon esthétique physique, je suis rentrée dans des codes qui se voulaient non-binaires. Et justement, j'ai commencé à m'exprimer dans une non-binarité. Je voulais m'extraire de cette masculinité stéréotypée pour exprimer une autre forme de masculinité. Je pensais que c'était la réponse. Et je l'ai vécu pendant très longtemps. Je sais plus combien de temps, je pense 5 ans à peu près. Pendant 5 ans, je suis restée dans cette expression non-binaire, peut-être plus. Et c'était quelque chose qui me convenait parce que en réalité, moi, ça me permettait justement de me déconstruire énormément sur ma masculinité que j'ai quand même subie et que j'ai quand même eu. Hein. J'ai quand même eu une construction masculine, que je le veuille ou non. Ça fait partie de ma personne et on y reviendra. Mais n'empêche que c'était quelque chose qui me convenait pas et que je me forçais de faire. Et ça, justement, cette période-là m'a permis justement de me détacher de ça, pardon, de me déconstruire. Et en réalité, si j'étais pas trans, ça aurait pu suffire. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, ouais, mais voilà, vous rentrez dans des stéréotypes, c'est tout A ou tout B. Non, moi, j'ai été dans le gris pendant très longtemps. Et malgré tout, ce gris ne me convenait pas. Il y avait quelque chose en plus de ça. Et ça aurait pu tout à fait me convenir, en fait, cette période non-binaire où j'exprimais une autre forme de masculinité, où je me détachais de ces codes, où je me déconstruisais et où je me faisais de plus en plus au fait, justement, du féminisme et des questions LGBT queer, quoi. Mais force est quand même de constater qu'à cette période-là, même si je pouvais pas encore parfaitement bien l'exprimer, etc., les choses ne me convenaient toujours pas. J'avais quand même toujours un mal-être que je n'arrivais pas à nommer. Et en plus de ça, le peu de fois où j'étais justement confrontée à ces personnes trans et où j'ai voulu en parler même à mon entourage et à ma copine de l'époque, justement, j'ai eu des questionnements et j'ai à peine effleuré les questionnements que je me suis directement pris moi j'ai rien contre, mais par contre ce sera sans moi. Donc j'étais confrontée à l'abandon et j'avais d'énormes problématiques avec ça à l'époque. Donc en fait, je me suis encore plus fui parce que pour une question de survie, en fait, j'étais en dépendance affective très simplement en fait et
je faisais ce qu'il fallait pour ne pas perdre la personne que j'aimais, quoi. Donc, ouais, et puis même après ça, en fait, je suis sortie avec des personnes qui, certes, étaient ouvertes à ma non-binarité, mais qui étaient quand même attirées par des hommes, principalement. Donc j'ai quand même continué, en fait, à exprimer ça pour ne pas être abandonnée, ne pas être seule, ne pas... Et j'ai continué là-dedans. Et pendant une période, du coup, même en étant dans la non-binarité, même en étant confrontée à tout ça, j'ai quand même fui, en fait, ce truc, quoi. Cette question de la transidentité, je l'ai fui jusqu'à mes 27 ans. Et puis, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai pu exprimer davantage ma non-binarité. Vraiment beaucoup plus. Et, euh, et cette personne, pendant très longtemps, justement, se demandait à quoi je ressemblerais euh, sans ma barbe, en fait, parce que c'était une personne qui appréciait énormément, justement, mon aspect candide et voulait voir un peu, justement, mon visage à nu et mon visage plus jeune, quoi. Et elle m'avait demandé ça plusieurs fois, et puis il y a un jour, justement, donc il y a 3 ans maintenant, un petit peu moins de 3 ans, où elle m'a redit ça, elle m'a dit, je me demande quand même à quoi tu ressemblerais sans ta barbe. Et, et écoutez, je me posais aussi la question. J'ai toujours eu peur de me retirer la barbe. Je ne m'étais jamais retiré la barbe, justement parce que je l'utilisais comme un masque, en fait. Et j'ai commencé à me retirer la moustache. J'avais que la barbe qui était quand même très courte à ce moment-là. J'avais quand même ma barbe, puis ma moustache. Je trouvais ça ignoble. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Et je me sentais extrêmement mal, parce que nue, en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Là, je ressemble à rien. Faut que j'enlève tout. Tant pis. Voilà. Tant pis. Au pire, ça repoussera. Dans 2 semaines, ce sera bon. Mais à ce moment-là, en fait, quand j'ai observé la difficulté que j'avais rien qu'à essayer, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à creuser. J'ai compris que là, il y avait quelque chose de problématique. Et du coup, ma réponse à ça, ça a été, bah maintenant, faut que j'y aille. Là, j'observe que je suis en train de fuir quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une fuite. Il y a une fuite de quelque chose qui est profonde. Et moi, j'ai toujours eu vraiment cette envie profonde de me comprendre, me connaître, me remettre en question, pour devenir le meilleur de moi, en fait, tout simplement. Et, euh, et ne pas me laisser aller justement à des biais, que ce soit cognitifs ou de pensée ou de n'importe quoi qui ne soit pas en parfait accord avec mes valeurs et mes vertus. Donc en fait, quand je suis confrontée à ça, quand je suis confrontée, quand je me prends dans la gueule le fait que là, je suis en train de fuir quelque chose profondément et que ça découle du psychologique, je me dis, ok, en fait, là, c'est le moment de creuser. Donc j'aurais pu arrêter là et ressembler à rien pendant quelques jours. Mais je me suis dit, non, là, maintenant, il faut que j'aille au bout, en fait. Maintenant que je vois, que j'observe là qu'il y a que je suis presque dans une réaction phobique, il faut que j'aille me confronter à ma peur. J'ai tout enlevé. J'ai tout rasé. Mon premier, ma première action, ça a été un dégoût, en fait. Parce que, justement, je revoyais mon visage, tel que je l'ai connu avant tout ça. Je revoyais tous mes traits d'enfant, tous mes machins, l'énorme espace que j'avais là, etc. et tout. Le premier truc que je me suis dit, c'est, oh mon Dieu, j'ai une tête d'autiste. Je vous promets. Enfin, validiste à mort, alors que bref. Et puis, je suis revenue là-dessus, je me suis dit, ok, mais attends, en fait, là, concrètement, j'ai juste du dégoût de quelque chose. Pourquoi j'ai ce dégoût? Qu'est-ce qui se passe? Je suis descendue, je me suis mis au soleil, du coup dehors. Je me suis prise en photo. J'ai foutu en noir et blanc. Et là, j'ai observé quelque chose. J'ai observé que j'avais des traits très féminins. Et j'ai observé que ils étaient accentués à ce moment-là sur cette photo. Par le fait aussi que j'avais plus ma barbe. De par le fait que je me sente nue. Et de par le fait que je sois nue, que je me sente vraie. Et en fait, j'ai observé que tout ce que j'aimais de moi, quand je m'observais avant en photo, etc. et tout, j'ai regardé mes anciennes photos et je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'aime, c'est une expression qui s'exprime, mais à moitié. Et là, dans cette photo, j'ai l'impression qu'elle s'exprime encore plus.
Pourquoi est-ce que je me sens confortable là-dedans? Pourquoi est-ce que je me... Et en fait, je me suis pris une énorme claque dans la gueule. J'ai juste compris qu'à ce moment-là, que j'ai fui pendant tellement longtemps quelque chose. Et que bah, la barbe, dans ce cas-là, qui a été un déclencheur, a été aussi un outil pour fuir ça. Pour me cacher à moi-même, en fait. Et quand je l'ai retiré, je me suis juste retiré ce qui me permettait de me fuir à moi-même, en fait. Et ça peut paraître un peu, simple comme truc, presque bateau, et on pourrait se dire, mais, c'est juste une barbe, quoi, mais, en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et, quand je me suis retrouvée nue face à moi-même, les réponses ont été extrêmement simples et évidentes et rapides à comprendre. J'ai juste, tout m'a semblé évident et tout est arrivé d'un coup, quoi. C'était, c'était évident. C'était évident. C'était évident. Je suis allé voir ma petite sœur à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'en ai pas parlé direct, hein, mais je dis, écoute, voilà, je viens de me raser, machin et tout. Viens, on en profite pour me maquiller. Je suis trop curieuse de voir à quoi je ressemblerais comme je faisais gamine, quoi, tu vois. Elle a accepté, elle m'a fait un make-up. Je suis allée me voir dans la glace et encore une fois, c'était un autre masque. Je veux dire, c'était un stéréotype féminin. Certes, on parle de maquillage, c'est pas ça qui fait que je me sens femme, mais à ce moment-là, ça m'a permis d'aller d'autant plus en fait dans cette expression féminine instantanée, facile, simple, certes, mais instantanée. Et ça m'a juste confirmé que c'était la voie à suivre dans mes questionnements. Et la réponse, en fait, était déjà toute donnée, en fait. Je savais de quoi il s'agissait, je savais de quoi il en était. J'ai explosé en larmes, je m'étais jamais trouvée aussi belle, en fait, et aussi moi. Et je suis revenue, en fait, auprès de ma mère et de ma sœur, en larmes, et elles ont compris. Elles ont compris. Ma mère m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, oui, ça me semble évident, en fait. Je crois comprendre de quoi il en est, là. J'ai pris une semaine pour y réfléchir. Et on pourrait se dire, ouais, c'est quelque chose qui doit prendre du temps. Mais en fait, ça a pris 27 ans. C'est ça qu'on se rend pas compte. C'est que, on se dit, quand on n'est pas concerné, on se dit, ok, c'est quelque chose qui doit prendre du temps. Voilà, à partir du moment où tu entames ta transition, derrière, ça doit prendre du temps. En fait, ce qu'on prend pas en considération, c'est que dans mon cas, par exemple, depuis mes 9 ans, la question est là. Depuis mes 9 ans, en réalité, je le sais. C'est juste que je ne sais pas l'exprimer. Je, je ne sais pas me l'exprimer. Je ne sais pas l'exprimer au monde. Mais le truc est là. La seule chose que j'ai fait, c'est le fuir. J'ai arrêté de le fuir à ce moment-là. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'en fait, il s'agit de quelque chose d'essentiel pour vous. C'est nécessaire à votre bien-être. Et moi, j'ai toujours été profondément dépressif, même encore aujourd'hui. Hein. Et je vous disais avec un énorme sourire, mais bon, bref. Mais ça faisait partie aussi principalement de cette dépression. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'il s'agissait aussi de ma survie, en fait, que d'arrêter de me fuir. J'ai toujours pensé que justement l'expression de cette masculinité était une survie, était pour survivre, et ça l'était socialement, mais ça l'était pas de moi-même à moi-même. De moi-même à moi-même, je me tuais, en fait. Quand j'ai appris ça, j'avais besoin que ça se fasse vite, en fait. Donc, mon choix a été fait en une semaine. En une semaine, j'avais déjà mes réponses, en fait. En une semaine, c'était tellement évident qu'après, je pourrais parler de mon parcours. Il y a déjà d'autres vidéos qui en parlent. On s'en fiche. La question, c'est pas ça. La question, c'est, ok, on est 3 ans aujourd'hui. On est 3 ans après, pardon, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est, justement? Comment je me ressens par rapport à ça? Est-ce que les réponses que j'ai trouvées à ce moment-là sont toujours correctes? Est-ce que je me suis trompée sur certains points? Est-ce que ma vision a changé? Est-ce que, au contraire, elle s'est renforcée? Comment je me sens de moi-même à moi-même?
Je vais faire une petite pause et je reviens vers vous. Bon, petite pause. C'est un truc, du coup, musical. Ouais, c'est bien. Moi, ça me permet de corporer un peu, du coup, ma passion, comme je vous l'avais dit dans mon autre vidéo. La musique, voilà, bon, là, j'ai une idée, du coup, je me suis permise de... je sais pas si j'ai le droit de fumer sur YouTube. Donc, je vais couper les moments où je fume. Désolé, mais du coup, oui, j'ai recommencé la vidéo. Alors que j'ai pas fini de fumer. Bref. On en était à... On en était à aujourd'hui. Comment je me sens? Aujourd'hui, sincèrement, je sais que je me suis pas trompée. Je sais que j'ai pas été embrigadée dans une quelconque idéologie. Je sais que je fais uniquement... Je fais qu'une chose à travers tout ça, c'est répondre à moi. Répondre à ce qui a toujours été en moi. En fait, je serais même à dire que peu importe la forme, je m'en fous, en fait. La seule chose que j'ai fait, c'est... J'ai cassé des barrières. J'ai cassé des cadres. J'ai cassé des codes pour m'en extraire. Et en réalité, aujourd'hui, j'en suis même à un stade où j'en aurais... Là, c'est vraiment très personnel ce que je vous dis. Ça ne sous-entend que moi. Mais j'en ai rien à foutre de comment les gens me voient. J'en ai rien à foutre qu'on me considère comme un mec, comme une meuf, comme quoi que ce soit. On pourrait créer une 3e, 4e, 5e, 50e case. J'en ai rien à faire, en fait. La question dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'être pleinement moi-même, en fait. Et il s'agit de moi-même à moi-même. Il s'agit pas du monde envers moi-même, même si, attention, ça a quand même une importance et ça vient quand même jouer énormément. Mais, fondamentalement, avant toute autre chose, je fais ce qui est bon pour moi. Je fais juste ce qui est bon pour moi. Je fais juste ce qui est bon pour ma psychologie, mon rapport à mon corps, mon rapport à ma vie, mon rapport aux autres, pour devenir le meilleur de moi-même, pour être la plus sereine, la plus alignée à mes valeurs, à mes vertus, à ce que je suis, à ce que je veux exprimer, à ma créativité aussi, puisque je suis artiste. Et cette chaîne YouTube, elle vient aussi répondre à ça. Je suis pas là pour prêcher des paroles sectaires ou que sais-je, comme certains peuvent le penser. Je suis pas là pour inciter quoi que ce soit, qui que ce soit, à faire quoi que ce soit. Pour moi, vous êtes libre de faire ce que vous avez à faire, et c'est pas parce que je vous parle que ça y est, je vais avoir un impact sur vous. Dans tous les cas, il s'agit de vous et vous-même, en fait. Peu importe ce que je pourrais dire. J'ai pas la science infuse, je suis pas Dieu, je sais pas quoi. Je suis pas en train de prêcher une sainte parole. Je suis juste en train de parler de moi à travers cette chaîne YouTube. Et je le fais parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, moi, justement, plus jeune. De pouvoir avoir accès à quelqu'un de manière directe, sans passer par des personnes qui sont non concernées par le sujet, sans passer par des médias, par
des polémiques, par je ne sais quoi, en fait. En fait, ici, il y a un dialogue qui est direct de vous à moi. Et j'aurais aimé avoir ça. J'aurais aimé avoir pu avoir une représentation, justement, qui était beaucoup plus directe, humaine. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, parce que ça fait du sens aussi avec ma personne, avec mon vécu, même avec ce que je veux faire à travers l'art, parce que en réalité, à travers l'art, je m'exprime, et je m'exprime aussi ici. C'est aussi comment dire, c'est aussi, je pense, un endroit où introspectif, où je me permets aussi d'ancrer quelque chose que je peux revoir moi plus tard. Et si en plus de ça, ça peut en faire profiter certains, alors tant mieux. Et d'ailleurs, à travers cette chaîne, je ne parle pas qu'aux personnes concernées, je parle aussi aux personnes qui sont non concernées et qui se posent des questions. Et j'ai toujours envisagé aussi de m'exprimer d'une manière à ce que ça puisse aussi toucher les personnes qui sont non concernées et qui se questionnent sur ce sujet-là, parce que je suis aussi passé par là, hein, faut pas croire. Même si je suis trans, j'ai aussi eu de la transphobie, j'ai aussi eu du mal avec tout ça, j'ai eu du mal à comprendre, j'ai été réfractaire sur plein de points, j'ai même, enfin, je passais outre énormément de choses, mais j'ai vécu ces choses-là, j'ai eu aussi beaucoup de mal à me chambrer, à ne pas faire preuve de violence, j'ai fait partie de tout ça, donc je sais de quoi il en est, je sais quelles questions on peut se poser, je sais en quoi c'est aussi difficile sur ce plan-là. Et c'est ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est aussi grâce à ça, et parce que j'ai toujours ça en conscience profondément, et que je ne veux pas répondre à ces choses-là avec de la violence, que j'arrive à faire du lien avec toutes les personnes qui m'entourent qui ne sont pas justement concernées par ces sujets-là. Et dans ma vie personnelle, avec les personnes qui m'entourent, tout va très bien, et même tout va tellement mieux depuis justement que j'ai compris ces choses-là, que je les exprime. Et même les personnes qui sont autour de moi, beaucoup sont venus vers moi en me disant « Je comprends pas tout ça. C'est d'un autre monde pour moi. Mais je t'aime, je te fais confiance, je sais à quel point tu es mature sur tes réflexions. Si tu sens que c'est ce qui est bon pour toi, alors moi j'ai rien à dire en fait, parce que la seule chose que je te souhaite, c'est d'être heureuse. Et si j'ai à apprendre des choses, je les apprendrai à ton contact, et c'est ce qui se passe, et ça se fait avec douceur. Et c'est aussi ce que je veux faire en fait avec cette chaîne YouTube. Je le fais certes dans mon cadre privé, on le fait tous dans mon cadre privé, mais j'ai aussi envie de le faire ailleurs et de pouvoir apporter cette représentation de douceur et de lien sur Internet, parce que je le vois pas en fait. Parce que j'ai l'impression que mes questions, mes sujets sont toujours divisés du reste du monde. Il y a le monde des trans et le monde des cis, et certes en fait il y a quelque chose qui est fondamentalement différent. Il y a des vécus qui sont complètement différents, et on fait partie de mondes différents. Mais malgré que ces mondes soient différents, ils se rejoignent ici dans la matière, et pour moi, dans mes vertus, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la recherche de symbiose. Ce que j'entends par là, c'est que je sais que je suis interdépendante de tout ce qui m'entoure. J'ai la sensation psychologique et physique que mon corps est détaché du reste, puisque voilà, il est formé de telle façon à ce que ma psychologie se développe de cette manière, que je me sente détaché du reste. Mais fondamentalement, dans la réalité des choses, je ne le suis pas. C'est-à-dire que j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de l'air, j'ai besoin de la gravité, en fait, j'ai besoin de tout ce qui m'entoure, j'ai besoin des relations sociales, j'ai besoin des gens qui m'entourent, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'échange, je suis interdépendante de tout ce qui m'entoure. J'en ai profondément conscience de ça. Donc pour moi, ma vie, mon être, mon expression, tout ce qui fait de moi ce que je suis, a à voir avec le monde qui m'entoure. Je suis pas détachée du reste. Il y a du lien dans tout et dans toute chose à chaque instant. Et je suis fatiguée, en fait, de cette division, de ces deux mondes. J'en ai même honte. J'ai honte des personnes cis qui sont dans une haine envers nous, alors que moi, personnellement, je pense pas avoir fait quoi que ce soit contre vous qui justifie ça. Je parle vraiment de moi, là, mais je peux comprendre cette haine quand je vois certaines manières de faire justement de personnes concernées comme moi. Mais en même temps, j'ai l'impression que, encore une fois, c'est comme tout. Certaines personnes s'arrêtent juste sur ce qui est le plus visible de tout ça. Et ce qui est le plus visible, c'est les personnes qui parlent le plus. Et les personnes qui parlent le plus sont celles qui ressentent le besoin fondamental et profond de pouvoir répondre à ça. Et généralement, ça découle d'une violence qu'elles ont vécue, ça découle de traumatisme, et ça s'exprime avec
violence parce que ça ressent une nécessité absolue de devoir avancer et répondre à ces questions-là. Et c'est légitime, je suis pas là pour délégitimiser ça. C'est juste que moi, je suis pas dans cette approche-là. Et que je connais beaucoup de personnes trans, même de personnes LGBT queer, qui ne sont pas dans cette approche-là, qui est très visible, en fait, sur Internet. Et qui laisse penser aux personnes non concernées que il y a quelque chose de sectaire dans tout ça. C'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées comme moi, qui se sentent plus, comment dire, en accord avec l'expression de ces choses-là, et qui ont même développent parfois à certains moments de la honte et de la gêne. Moi, quand je vais par exemple sur Thread par exemple, je tombe sur énormément de trucs transphobes et je ne comprends pas. Enfin, de ma personne personnellement et de ce que je vis avec mon entourage, je ne comprends pas. Même si attention, hein, je suis pas dupe, je suis pas naïf, je sais de quoi il en découle, je comprends énormément de choses. C'est juste que si je fais un parallèle avec mon expérience, il n'y a pas besoin de cette haine, elle sert à rien. Et d'un autre côté, je tombe aussi sur une avalanche de posts qui sont LGBT et qui me semblent, moi, personnellement, dans l'expression extrêmement... Encore une fois, j'ai pas envie de délégitimiser, et c'est là où je veux mettre vraiment des pincettes, parce que c'est dur de parler de ça, mais moi, je vois de la violence s'exprimer à ce moment-là. Et, vous savez, je suis aussi dans une expression... J'essaye de développer une expression personnellement qui se veut non violente. Je parle pas de ce qu'on peut trouver dans du développement personnel, etc., même si c'est profondément en lien. J'ai développé justement cet attrait pour la communication non violente il y a un moment, justement en rapport avec le développement personnel. Aujourd'hui, je suis très détachée de ça parce que j'ai beaucoup de mal avec l'application de ce truc, mais par contre, les valeurs que ça a, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et que je développe aujourd'hui. Et je le fais pas de la manière qu'on m'a appris, mais par contre, je fais quand même ce truc de vouloir essayer au maximum d'exprimer les choses avec non-violence parce que je vois les bienfaits continuellement dans ma vie. En fait, quand je fais face à de la transphobie IRL, je réponds pas à cette transphobie avec de la violence. Et c'est ça qui me permet de m'extirper de cette situation et de pouvoir avoir une communication et une expression profonde avec la personne qui est en face de moi. Alors, pas tout le temps, mais de manière générale, ça arrive quand même. Et généralement, la personne qui faisait preuve de violence envers moi au début se retrouve un peu démunie. Déjà, premièrement, parce que je ne joue pas son jeu, je ne réponds pas à ça avec violence. Et deuxièmement, parce que justement, je pense avoir la maturité, justement, de répondre autrement et d'amener la personne à comprendre les choses autrement. Et ça marche, en fait. Ça marche. Et c'est comme ça que j'arrive à faire du lien. Et c'est pour ça que du coup, quand je tombe sur ces threads qui s'expriment avec autant de violence, c'est qui eux aussi, alors qu'ils sont des personnes LGBT queer, font des amalgames et des machins, des mille trucs et tout, et reproduisent juste les schémas dont on est censé s'extraire. J'ai une forme de, je sais pas, de recul et de mon Dieu, en fait, j'ai pas envie de facto que quelqu'un qui soit extérieur de ces sujets se dise que je suis ça. Et aujourd'hui, des fois, j'ai honte de dire que je suis trans, non pas par rapport à ma transidentité, mais parce que je sais que de facto, je vais être attachée à cet énorme amas de violence sur Internet et je dis pas que, encore une fois, je suis obligée de généraliser. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il faut parler de ces choses-là, il faut faire du cas par cas. C'est compliqué si on est en vidéo, vous le savez. Donc, je vous demande de bien comprendre ça. Je suis pas en train de délégitimiser et je peux comprendre ça. C'est juste que j'ai pas l'impression que ce soit comme ça que les choses avanceront. Et je veux aussi faire cette vidéo et vous parler de ça justement parce que j'ai envie d'exprimer autre chose, moi. Et je veux faire les choses autrement. Je veux montrer aussi à n'importe qui que c'est pas parce qu'on est trans que on se doit d'être en confrontation. Moi, je demande à personne d'être autre chose que ce qu'il est, entre guillemets. D'ailleurs, même ces personnes-là que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui s'expriment avec violence, faites-le. Je vous dirai pas d'être ce que vous devez être. Mais par contre, je vous dis ce que moi je suis. Parce que je me rends compte que je passe ma vie, en fait, à être confrontée à des personnes qui pensent savoir ce que je suis, alors que pas du tout, qui pensent savoir ce que je pense de la transidentité, alors que pas du tout, qui se font même une idée de la transidentité qui, même moi, me semble à des années-lumière de ce que moi je vois de ma transidentité. Et même en parlant à des personnes trans, souvent, je me retrouve
je me reconnais pas dans leur manière de voir la transidentité. Ça veut pas dire que je suis plus trans et que les autres le sont moins, ou inversement. C'est juste que, déjà, premièrement, je pense que tout le monde se pose pas les mêmes questions que moi par rapport à tout ça. Deuxièmement, que tout le monde n'a pas les mêmes outils, que tout le monde n'a pas le même recul, et que ça va aussi à moi. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas des reculs et que les autres ont. Et il y a très certainement des choses sur lesquelles je comprends pas la violence alors qu'elle est tout à fait compréhensible. C'est en ça que je juge pas. C'est juste que j'ai aussi envie de montrer que faire cet amalgame, ça ne peut pas convenir parce qu'il y a des exemples comme moi qui montrent que, et c'est loin d'être rare, c'est loin d'être unique, beaucoup de personnes sur mon serveur justement communautaire se retrouvent aussi dans cette position. On est très mal à l'aise par rapport à ce combat qui se mène. Parce qu'on n'a pas envie de faire partie de ça. On veut se battre en effet pour être compris. On a envie de se battre pour apporter des solutions, pour vivre correctement et faire du lien en fait avec ce qui nous entoure. On n'est pas là en détachement et en rupture. On est en rupture avec ce qui crée de la violence envers nous, mais on n'est pas en rupture avec le monde. Et on n'a pas envie de s'imposer au monde. On n'a pas envie de s'imposer au monde. On a juste envie que le monde change pour qu'on puisse tous créer du lien ensemble, en fait. Et je regrette pas tout ça parce que s'il y a même une chose que j'observe aujourd'hui, c'est que je suis beaucoup plus en capacité aujourd'hui, en fait, à faire ce lien-là. Parce que ma transition m'a permis justement de me connaître tellement plus, d'aller au profond de certaines questions qui me donnent aujourd'hui énormément d'outils pour pouvoir créer ce lien avec les gens qui m'entourent. Déjà avec moi-même, mais aussi avec les gens qui m'entourent. Et en fait, j'en suis même à un stade personnel. Alors là, encore une fois, c'est une réflexion, mais moi, là où j'en suis à l'heure actuelle, j'en ai rien à foutre que vous me considériez comme une femme. Tant que vous ne me considériez pas comme un homme cis, ou même un homme, parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je ne suis pas un homme. J'ai un corps de mâle, mais je ne suis pas un homme. Et on va revenir là-dessus, justement sur cette distinction, parce que c'est quelque chose que je fais profondément, et qui peut expliquer des choses. Derrière que vous me considérez comme vous voulez, je m'en fous que vous créez une autre troisième catégorie de personnes. Je n'en sais si on a besoin de ça pour créer voilà, pour vivre ensemble, c'est de créer des catégories. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que, voilà, bref, ce qui explique des choses et ce qui est d'ailleurs à la source même du genre. Ainsi soit-il, je m'en fous, je veux juste pouvoir être moi, vivre sereinement, ne pas avoir peur que dans 10 ans, un bord politique arrive et juste m'envoie dans des camps de concentration. On pourrait se dire, oh mon dieu, mais ça y est, là, tu fais de la projection, c'est n'importe quoi et tout. Je vous assure qu'en tant que personne trans, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur. Quand on voit ce qui se développe en Europe, ça fait extrêmement peur. Et sincèrement, moi, quand je me regarde moi, et je me dis que je vois ce qui est dit par ces bords politiques sur ma personne, les choses qui sont faites contre des personnes comme moi, et que je m'observe moi dans la société, sincèrement, ça me semble mais d'une folie parce que je suis pas violente. Je crée du lien. J'agis dans la société comme n'importe qui. On pourrait se dire que je vous coûte, c'est même pas vrai. Je n'ai rien de remboursé, je paye tout moi-même. Je pleurniche peu. Enfin, quand je dis je le pleurniche, c'est selon comment les personnes peuvent voir des personnes qui s'expriment trans sur ces sujets-là. Les considèrent qu'ils pleurnichent, même si on pourrait considérer moi que je pleurniche, en fait c'est pas le cas parce que je le fais pas. Les rares fois où je parle de ces sujets, c'est ici. Dans ma vie tous les jours, je me fais chier. Personne. Je ne parle tellement peu de ça que les gens l'oublient et que juste on se concentre sur autre chose. Je ne vis pas ma transidentité comme quelque chose étant profondément identitaire. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de qui je suis. Ça fait partie de mes différences, mais ce n'est qu'une différence parmi tant d'autres. Au-delà d'être trans, je suis par exemple avant toute autre chose, je suis artiste, quoi. Et dans la société, tous les jours, je ne pense vraiment pas, mais vraiment pas être un problème. Même les personnes qui ont du mal, par exemple, avec le fait de me genrer, de me considérer, même là-dessus, je ne suis pas chiante, je fais chier.
Personne, mais personne. Alors pourquoi cette haine? Pourquoi est-ce que je me retrouve avec des bords politiques qui veulent m'interdire, qui veulent me retirer des droits, qui veulent me... Parce que il y a un combat qui est mené pour que j'ai autant de droits que d'autres, du coup je suis un danger pour la société. Moi je demande juste à pouvoir vivre convenablement comme n'importe qui. À être considéré. Je veux dire que les gens aient du mal à comprendre, que les gens aient du mal à concevoir. C'est une chose. Je demande pas à ce que tout soit comme ça, claquement de doigts et que machin. Juste, j'aimerais qu'on considère que je suis humaine. Peu importe après quoi que ce soit, je suis avant tout humaine et je mérite le respect humain et des droits humains comme n'importe qui, en fait. Peu importe ce que je suis derrière. Peu importe ma couleur de peau, peu importe mon genre, peu importe que je sois trans, que je sois peu importe, en fait, on se doit de me donner les mêmes droits et les mêmes respects que n'importe qui. Et là où je me sens pas être un danger, c'est que c'est quelque chose que j'applique, je le demande parce que c'est quelque chose que j'applique avant toute chose, avant même de le demander, c'est quelque chose que j'applique moi-même envers n'importe qui, et même envers les personnes qui m'ont détruite, même envers les personnes qui aujourd'hui font preuve de violence, et même envers ces groupes politiques qui aujourd'hui me semblent être extrêmement problématiques. Parce que justement complètement déconnectés de cette réalité de qui je suis, par exemple. Bref, on est en train de se digresser, mais je tenais juste quand même à faire ce parallèle par rapport à ça, parce que moi je suis face à ça et je me sens complètement démunie. Et oui, en réalité, quand je me projette dans 10 ans, la question qui me vient, c'est est-ce que pour ma survie, je ne dois pas retourner en arrière et faire croire que je détransitionne? Faire croire au monde que, ah bah non, en fait, je me suis trompée, alors qu'en fait, pas du tout. Et je vous jure que j'ai réfléchi énormément. Parce que j'ai peur. Parce que j'ai pas envie que dans 10 ans, on vienne me chercher, qu'on me foute dans un train. Et je vous jure que ça peut arriver. Ça peut arriver. On en a un stade tel de phobie, en fait, de ce qu'on peut être nous, qu'on pourrait en arriver là. On pourrait en arriver là. Et je pense que beaucoup le veulent, le souhaitent. Je me sens vraiment comme faisant partie de l'ennemi public aujourd'hui, de l'ennemi numéro 1. Alors que, factuellement, je suis chez moi, je fais de la musique, quoi. Ça me semble lunaire et complètement détaché d'une réalité. Mais je pense qu'il y a aussi une autre raison par rapport à ça, qui est la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je pense que quand on est une personne cis, c'est extrêmement compliqué de pouvoir se projeter sur ces choses-là et les comprendre véritablement. Alors peut-être que je peux apporter certains éléments, permettre de comprendre ça. Je pense que je ferai une autre vidéo, parce que là c'est déjà très long. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ces sujets-là pour y rentrer beaucoup plus en profondeur. Justement parler du sujet de qu'est-ce qui fait que, comment moi je considère ce qu'est être une femme par exemple. Mais je vois par exemple énormément de personnes cis être en contradiction avec l'usage du mot cis. Déjà, faut bien comprendre que c'est un terme scientifique qui a été développé par des scientifiques et qu'il y a une utilité à ça. On se dit, ah, ça y est, c'est le wokisme, c'est le machin. C'est pas le wokisme, c'est pas forcément des personnes qui sont pour une idéologie qui ont développé ces choses-là. C'est avant tout des scientifiques, des sociologues, qui font des études, je veux dire, qui font des consensus, qui ont un intérêt général, en fait, autant pour les personnes trans que les personnes non trans, que n'importe qui, pour n'importe quoi, en réalité. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une finesse, en fait, dans la réflexion et dans la compréhension des choses qui se met en place, et il y a la création de termes pour permettre de répondre à cette finesse. Parce que c'est un enrichissement de la langue, en fait, tout simplement. Ça veut pas dire que... En fait, la seule chose que ça apporte davantage, c'est la compréhension qu'il y a
quelque chose en plus à traiter que ce qu'on l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'actuellement, avant l'usage de ces termes-là, par exemple, il n'y avait rien pour définir quelqu'un qui est né dans un corps et qui se sent en adéquation avec le genre qu'on lui a attribué. Il n'y avait pas de terme pour ça. Donc, c'est difficile de parler de ça, de ce statut-là. Et c'est difficile aussi de parler du coup du statut inverse. Et c'est là, je pense, où justement il y a une résistance, c'est que si on vient parler de ça, de cette réalité, et donc on vient aussi parler de son inverse, et donc des personnes trans, ça veut dire que l'usage de ce terme est quelque part un terme qui vient rendre réelle la question de la transidentité. Et je pense que les personnes cis qui ont énormément de mal avec l'usage de ce terme sont justement des personnes qui sont en contradiction, ou qui ont une peur, ou une phobie, ou qui ne comprennent pas le sujet et qui veulent rentrer en confrontation avec ça. Le truc, c'est que vous pouvez pas rentrer en confrontation avec quelque chose qui, dans tous les cas, est en dehors de votre contrôle. On n'est pas Dieu. On n'est pas là pour décider ce qui est et ce qui n'est pas. On est là pour faire avec ce qui se vient à nous. Je veux dire, renier l'existence de personnes trans, ce serait comme renier l'existence des arbres. C'est aussi illogique que ça, en fait. Si c'est pas une insulte, si c'est pas vous rabaisser à quelque chose, si ça ne délégitimise pas quoi que ce soit, si ça ne remet rien en question à ce que vous êtes vous, au contraire. Au contraire. Et ça permet justement de faire une distinction. C'est quelque chose que vous demandez d'ailleurs, hein, puisque, par exemple, vous ne voulez pas de femmes trans dans des vestiaires de femmes. C'est que vous ressentez bien, vous, personnellement, qu'il y a une distinction à faire. Donc, s'il y a une distinction à faire, ça commence aussi par justement créer des termes qui puissent permettre de faire une distinction et donc de pousser les réflexions plus loin. Bref. Au-delà de ça, pour comprendre davantage ce terme, je pense qu'il faut comprendre aussi quelque chose par rapport à ça. Je vais essayer d'exprimer la chose d'une manière qui peut être simplifiante, généralisante, etc. et tout. Je vais vous expliquer comment moi je vois cette question, la question du genre, du sexe, de la biologie, etc. et tout. De manière simplifiée, condensée. Comme dit, on fera une vidéo là-dessus. Si on revient énormément en arrière, qui est avant la conception de notre société, on était des groupes d'humains qui partaient à droite, à gauche, machin et tout, qui étaient complètement déstructurés. Et puis il y a eu à un moment donné, justement dans notre évolution, un besoin de structuration. Besoin de structuration pour permettre justement de concevoir des choses, de s'organiser, de pouvoir diviser les charges, pouvoir se repérer, créer une forme de hiérarchie aussi. Et pour mettre ça en place, il fallait pouvoir conceptualiser justement des groupes distincts de personnes. Parce que, justement, en ayant des groupes distincts de personnes, on peut beaucoup plus facilement organiser les tâches. À ce groupe-là, on va lui donner telle tâche, et à ce groupe-là, on va lui donner telle tâche. Ok, c'est les fondamentaux même de la sociologie, en fait, de l'aspect social de la vie, en fait. Et de notre société. Ça a été justement la conceptualisation justement de cadres, de codes, de cases dans lesquelles on allait mettre des personnes pour pouvoir leur attribuer des tâches. Ok. Quand on donne des tâches à des personnes, on a des attentes. Ok. Donc on attend de ces gens qu'ils fassent quelque chose. C'est là aussi le fondement et la base même de ce qu'on attend de codes sociaux, en fait, tout simplement. Les premières divisions qui ont été faites dans l'humanité, justement pour créer ces groupes distincts, se sont faits sur des choses qui étaient extrêmement simples et visibles. Voilà, le but c'était d'être efficace et de pouvoir faire des divisions qui se voyaient facilement. Ces divisions se sont faites aussi et par rapport au corps, puisqu'il y avait une distinction visible sur le corps des personnes. Il y avait des corps masculins, des corps féminins, des corps biologiquement mâles, des corps biologiquement femelles. Je n'aime pas trop ces termes parce qu'ils ont une connotation, mais si on se détache de la connotation et qu'on les prend pour ce qu'ils sont réellement, il n'y a aucune insulte là-dedans. C'est juste voir le corps et le sexe à travers le prisme biologique. Et justement, puisqu'on parle de nature, de biologie, et que c'est quelque chose qui est énormément utilisé justement pour contrer la pensée trans, etc.,
et faire de l'essentialisme. Si on veut justement partir sur une réflexion essentialiste, je pense qu'il faut absolument comprendre justement ce que je vais nommer là. Moi, personnellement, en tant que personne trans, je ne renie pas la biologie. Je suis pas en train de relier le fonctionnement biologique ni sa fonction. Bien au contraire. Au contraire, je la remets à sa place. C'est-à-dire que si on prend la biologie pour ce qu'elle est, elle a une fonction à la base, cette biologie. Cette biologie, sa fonction, c'est la reproduction de l'espèce. C'est le fait de faire perdurer l'espèce sur le temps, de la faire évoluer, de transmettre les gènes, de transmettre l'évolution, et de lui permettre d'évoluer face au monde dont il dépend, et qui est un monde qui évolue continuellement. Donc la biologie sert à ça, la reproduction. Ok. Donc cette distinction corporelle a pour utilité, si on se détache de tout ce qui a été fait par-dessus, par la suite, de manière sociale, la fonction primaire de la reproduction se limite à ça. Ni plus, ni moins. Donc quand on parle de nature, quand on fait de l'essentialisme, on se doit juste uniquement de parler de la fonction biologique. Ni plus, ni moins. Parce que tout ce qui s'est développé par-dessus ça n'est pas de l'ordre de la nature, n'est pas de l'ordre de la reproduction, n'est pas de l'ordre de comment... Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais si on fait de l'essentialisme, on se devrait de parler uniquement de cet aspect biologique. Sur ce plan-là, personnellement, je le remets pas en question. En effet, la biologie a besoin de ça, machin. Ok. Donc moi, personnellement, je suis né avec un corps biologique qui permet de répondre à un tel besoin de reproduction. Point. C'est-à-dire que mon corps de mâle, à la base, ne devrait répondre qu'à ça. Sauf que on se considère bien et on se rend bien compte ici qu'il y a d'autres questions qui rentrent en jeu. Quelles sont ces autres questions ? Toutes ces autres questions qui rentrent en jeu sont sur d'autres plans. Il y a un plan, certes, corporel, de vécu corporel, puisqu'il y a une différence corporelle et de vécu corporel qui diffère entre des mâles et des femelles, principalement via les hormones, via nos systèmes reproductifs primaires et non secondaires, parce que les secondaires, on les partage. C'est juste que chez les mâles, les glandes mammaires ne se développent pas, mais sinon, moi j'ai des seins fonctionnels actuellement, bref, même s'ils sont extrêmement minuscules, passons. Mais et puis il y a aussi justement tout cet aspect social et psychologique. On y reviendra. Comme dit, j'essaie de simplifier. Je suis désolé, je vais devoir passer au-dessus de certaines choses, mais bref. Donc revenons-en justement à ce moment où on a eu besoin justement de s'organiser, etc., et qu'il y a une distinction qui a été faite justement par rapport au corps et par rapport au sexe. Sexe qui, avant ça, avait une fonction qui était presque totalement et uniquement de l'ordre de la reproduction. C'est à ce moment-là qu'on a créé autre chose avec ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre aussi que ce qu'on a fait justement de cette distinction est une création purement humaine. C'est quelque chose d'arbitraire en fait. C'est-à-dire que le fait qu'on attribue telle tâche aux hommes, du coup, et telle tâche aux femmes, et c'est bien là qu'il y a une distinction entre mâle, femelle et homme et femme, ça s'est fait à ce moment-là, c'est justement dans la redistribution des tâches et donc des attentes. Et c'est par l'évolution de ces tâches et de ces attentes qu'on a commencé à créer justement les codes sociaux, les codes de genrage et justement tous ces stéréotypes qui soient masculins, féminins, qui en plus sont des stéréotypes qui évoluent à travers le temps. C'est-à-dire que ceux qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 200 ans, qu'il y a 2000 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on crée quelque chose, des cases comme ça, qui sont en plus de ça arbitraires, qui correspondent à la majorité, à une grande majorité, ça ne veut pas dire que ça correspondra à tout le monde. Tout est unique dans la vie. Même si on regarde d'un point de vue biologique, si on prend juste l'aspect binaire, c'est déjà faux, parce que les choses sont beaucoup plus compliquées, même sur le plan biologique. Donc,
c'est évident que ces attentes, ces codes, etc., ça correspondra à la majorité, mais ça ne pourra pas. C'est évident, avant même que les choses se fassent, si on réfléchit, c'est évident que ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait des personnes à qui ça ne correspondra pas? Parce que ça a toujours existé, en fait. Depuis qu'on a créé ces codes, ça a toujours existé le fait que ça ne correspond pas à certaines personnes. Et ça semble normal. Et en fait, c'est même souhaitable. Heureusement que ça ne correspond pas à tout le monde. Parce que le but de la vie, c'est la diversité. C'est, si tout était unique et fonctionnel en un sens, la vie ne serait pas aussi diversifiée et elle ne pourrait pas évoluer autant, les choses ne seraient pas, on n'aurait pas autant de possibilités, autant de complexité, autant de, et c'est ce qui fait que les choses peuvent fonctionner ensemble, en fait. Et si on regarde bien, chaque humain est unique. Même vous, dans votre masculinité ou dans votre féminité, vous la vivez d'une manière qui est unique. Elle ne pourra jamais correspondre pleinement à la même façon qu'un ensemble ou d'une autre personne. Vous pouvez vous rapprocher, par exemple, du fonctionnement d'une autre personne ou d'une vision d'une autre personne, mais vous n'aurez jamais la même, parce que sinon, vous n'êtes pas unique. Donc, de ce fait, en fait, de par, en fait, cet aspect unique qui est, de tous les cas, indissociable de la vie et de son fonctionnement et de la manière dont elle fonctionne, de manière la plus factuelle possible, il est évident que dans cette diversité, le fait de créer deux cases, on parle de deux cases, c'est ridicule, ça ne pourra pas correspondre à toute l'humanité. C'est évident. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que aujourd'hui, on se dit, c'est pas naturel, en fait, ces gens qui rentrent pas dans ces cases-là. Sauf que la conception de ces cases-là n'est pas naturelle, c'est arbitraire. C'est uniquement l'aspect biologique qui est vu naturel, peut percevoir de manière naturelle. Mais du coup, on considère ces personnes-là comme étant non naturelles, alors que, en plus de ça, le fait qu'elles puissent exister et qu'elles s'expriment justement en dehors de ces codes-là, c'est justement le truc le plus attendu possible quand on connaît et quand on comprend comment fonctionne la nature. Ce qu'il faut bien comprendre, du coup, c'est que il y a le corps biologique et il y a ce qu'on lui a imposé par-dessus ça. Ce qu'on lui a imposé par-dessus ça, tous ces codes, tous ces trucs-là, c'est le genre. C'est ça qu'on appelle le genre. C'est ni plus ni moins que ça, et c'est pas difficile à comprendre. Et il suffit juste de faire l'effort intellectuel de comprendre cette distinction pour voir l'intérêt de ce qui peut découler de ça. Moi, personnellement, en tant que personne trans, je remets pas en question le fait que cette vision binaire cis de l'homme et de la femme, ça puisse correspondre à la majorité des personnes. Si ça correspond à la majorité des personnes, eh ben c'est très bien que ça existe. C'est pas ça le problème. Le problème, selon moi, c'est que ça vient s'imposer à moi et qu'on me considère non nature, non machin, non tout ce qu'on veut, etc. et tout, parce que je ne rentre pas dans ces cases et qu'on ait une mauvaise réflexion par rapport à ça. Je ne demande pas aux autres de changer. Je demande juste à ce qu'on comprenne ce qui fait ce que je suis. Parce que c'est une chose qui est attendue, c'est une chose qui est normale, c'est juste une chose qui a été fuie pendant longtemps parce qu'on a peur de ça, parce qu'on a peur que ça remette en question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la plupart des gens qui correspondent justement à ces codes-là, la base même de leur construction psychologique, la base même de la construction du caractère se fait sur ces codes sociaux. Donc quand on a quelque chose qui vient chambouler visuellement, je dis bien, qui vient chambouler justement cette binarité qui est le fondement même de leur construction sociale et psychologique, bah ça fait peur, parce que ça vient remettre en question toute leur personnalité, tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils croient qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais comme je l'ai dit, moi personnellement, je fais ce qu'il faut pour me détacher du fait que du fait de croire que ce que je pense, c'est ce que je suis. Justement parce que là, on rentre typiquement dans ce cas précis, on rentre dans la problématique de ça. C'est-à-dire que si vous attachez autant la construction de votre personne sur des constructions arbitraires, binaires, qui sont censées être des outils,
mais qui dans la finalité ne sont plus, et ben quand quelque chose va venir justement bousculer ça, vous allez le sentir comme étant comme une attaque, comme une guerre envers votre personne, envers ce qui construit toute votre société et toute votre projection dans la manière dont vous allez vous construire. Et c'est ça qui fait peur. Alors qu'en réalité, moi, quand je dis juste ce qui est bon pour moi, je remets pas en question ce qui est bon pour vous. Si vous vous sentez bien dans le fait d'être pleinement dans cette binarité, que grand bien vous en fasse, et je vous le souhaite. La seule chose que je demande, c'est que ce qui est bon pour vous ne vienne pas détacher sur moi, et ce qui est bon pour moi ne vienne pas détacher sur vous. Et d'ailleurs, pourrais vous dire la même chose de moi, vous pourrez me dire, ouais, mais regarde, le LGBT, machin et tout, au final, ça vient justement empiéter sur nous, vous venez vous imposer, etc. Encore une fois, je leur dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je viens juste demander à ce qu'on comprenne ce que j'essaie d'expliquer là, à ce qu'on comprenne que j'essaie de faire du lien entre tout, entre vous, entre moi, que j'essaie de répondre à ce qui est attendu, normal. J'essaie de faire ce qui est bon pour moi, et donc pour mon entourage. J'essaie de considérer tout le monde. J'essaie de réfléchir en conséquence. Et je suis pas en train de dire qu'on doit abolir la binarité du genre. Je suis pas en train de dire qu'on doit abolir le genre. Je suis juste en train de dire qu'il faut qu'on considère tout. Parce qu'on vit dans un monde où on se doit de considérer l'ensemble. Et c'est aussi dans votre intérêt. Parce que imaginez que les choses soient à l'inverse. Imaginez un instant que la norme, ce soit la transidentité. Et que vous êtes dans une binarité. Mais vous êtes très peu à être dans une binarité. Imaginez-vous dans un monde comme ça, où en plus de ça, les personnes trans vous disent « Ah, mais c'est pas naturel d'être binaire comme vous l'êtes. » Et vous insultez, vous violentez, vous mettre face au mur, avoir des bords politiques qui sont prêts à vous exterminer parce que vous êtes dans cette binarité. Et vous êtes là, vous voulez juste qu'on vous accepte, qu'on vous comprenne, qu'on vous donne les droits qu'on devrait donner à tout le monde. C'est tout ce que vous demandez. Encore une fois, pour exprimer tout ça, je demande la transidentité et même parce qu'il y a des personnes trans qui sont non-binaires, il y a des personnes trans qui rentrent aussi dans cette binarité. Moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'ai conscience aussi de ma construction. J'ai conscience que j'étais très masculin, que je le veuille ou non, parce que justement, j'ai vécu pendant 27 ans dans des constructions masculines. Même si je le vivais extrêmement mal, même si j'en étais détaché, même si je l'ai déconstruit, que je le veuille ou non, j'aurais jamais l'expérience d'une personne qui a vécu 27 ans comme étant une femme cis. Et vous voyez, c'est important d'avoir cette distinction. Même moi, je le fais, et même moi, je considère que c'est important parce que je veux pas qu'on me considère comme une femme cis. Et encore une fois, je referai une vidéo là-dessus. J'attends pas du monde qui me considère comme étant une femme cis parce que me considérer comme étant comme une femme cis, ça voudrait justement dire que je renie la biologie. Je renie pas la biologie. Je ne pourrai jamais porter la vie. Je n'ai pas d'utérus. Je ne connaîtrai pas les règles. Je ne connaîtrai pas l'endométriose. Je connais les cycles. Je vis des cycles. L'œstrogène, je le connais. Et d'ailleurs, je l'enlace, l'œstrogène, profondément. La testostérone, je la connais suffisamment pour savoir que c'est quelque chose qui ne me correspond absolument pas. Ça aussi, on pourra en reparler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même des distinctions. Il y a quand même des différences. Et j'attends pas que le monde renie ces choses factuelles. Et c'est là où, pour moi, l'essentialisme n'a pas lieu d'être, parce que moi, personnellement, je renie pas ça. Alors, on pourrait se demander, ouais, mais les opérations, pourquoi est-ce que des femmes trans viennent à se couper le truc, ou inversement. Là, encore une fois, je pense qu'on le développera dans une autre vidéo. Mais pour moi, ça ne vient pas répondre à des choses biologiques. Parce que même des personnes qui viennent faire cette opération ne le font pas pour avoir des enfants. D'ailleurs, de facto, en fait, à partir du moment où on entame une THS, on devient stérile. Donc, la question de la reproduction, dans tous les cas, elle est mise de côté. Donc, la question biologique, dans tous les cas, à partir du moment où on fait une THS, elle est mise de côté. Donc, il y a plus à se poser cette question. Puisque si on prend le truc fondamentalement et factuellement pour ce qu'il est, à la base, si on parle justement d'essentialisme, de naturel, de machin, de reproduction, tout ça vient juste de la biologie et de la reproduction. Or, la biologie et la reproduction, on s'en écarte puisqu'on devient stérile. Mais on comprend bien, à ce moment-là, que, par exemple, une femme stérile ou une femme ménopausée reste une femme.
C'est pas, c'est pas son, c'est pas sa fonction ou c'est pas comment expliquer ça. C'est pas sa capacité à répondre à sa fonction de reproduction qui fait d'elle qu'elle est une femme. Ça, c'est ce que beaucoup d'hommes aimeraient penser, mais ce n'est pas le cas factuellement. Fondamentalement, ce n'est pas le cas. Alors, on voit bien que les questions sont beaucoup plus larges que ça. Et que s'arrêter justement à cette question naturelle, de reproduction, de machin, c'est beaucoup trop limitant. Et c'est factuellement... Ce n'est factuellement pas juste, en fait. Les choses sont beaucoup plus larges que ça. Et moi, personnellement, je comprends bien ça et je suis pas dans une recherche de, comme je viens de le dire, je me répète un peu, mais je ne cherche pas à ce qu'on me considère comme une femme cis. Et j'ai profondément conscience que même ma psychologie, même mon corps, tout, énormément de choses, se distinguent d'une femme cis. Par contre, une chose est certaine. Je ne suis pas un homme cis. Et je suis encore moins un homme. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo aussi. Pourquoi est-ce que je ne suis pas un homme? Pourquoi je ne suis pas un homme cis? Et pourquoi est-ce que je me considère comme étant une femme? Et pourquoi est-ce que tout mon entourage me considère comme une femme? Une femme non cis, certes. Une femme qui ne pourra pas enfanter, certes. Une femme qui n'a pas de vagin, certes. Une femme qui n'a pas ses règles, certes. Mais pourquoi est-ce que tout mon entourage considère que je suis une femme? Et dans cet entourage, il y a des personnes qui étaient en confrontation avec ce que je suis. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont extrêmement relax sur cette question. Ils le comprennent. Alors, il y a des choses qui les dépassent. Mais ils voient très bien que eux, ils sont pas en danger. Que la société n'est pas en danger parce que j'existe. Donc, on fera une autre vidéo où on détaillera davantage ça. Parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je sais même pas déjà combien de temps elle fait. Et je suis désolée si elle est trop longue, mais voilà, je tenais déjà à mettre ces bases en place, à vous parler de ça, à vous parler de cette expérience, à ce vécu et aussi à poser ici un drapeau en fait blanc de paix parce que moi je suis fatiguée en fait de ces confrontations. Je suis personnellement, je sais pas parce que je suis trans que je suis là pour me confronter. Et comme je l'ai dit, je connais la plupart des personnes trans que je connais personnellement ne se reconnaissent pas dans cette confrontation. Et même les personnes qui s'expriment avec violence ont une raison de le faire. Ça veut pas dire que moi personnellement je cautionne la violence, mais par contre je comprends. Et je pense que même quand on est une personne non concernée, c'est important de comprendre. Parce que souvent, derrière ce type d'expression, même presque tout le temps, en fait, il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose de l'ordre de la justice et de l'ordre de la vertu. Et je pense que si on se veut être un bon humain, encore une fois, c'est ma pensée, mais on se doit de considérer les autres, surtout dans leur souffrance, en fait. Parce que sinon, où est-ce qu'on va? On pourrait penser qu'on en a rien à foutre, que voilà, s'il y a des gens qui souffrent, c'est comme ça, c'est la vie, c'est machin, c'est le truc et tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité des souffrances du monde, on les génère, on se les impose. Donc, on est maître de pouvoir agir là-dessus, non. Et la première des choses qui permet d'agir là-dessus, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est la porte d'entrée justement pour comprendre le monde qui nous entoure et comprendre ce qui est différent de nous. Et je pense qu'on se comprend davantage soi-même quand on comprend ce qui nous entoure. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vais monter cette vidéo, je vais voir s'il manque des choses, peut-être que j'en rajouterai. Ou comme dit, on fera certainement une autre vidéo. Comme dit, c'était pas préparé, je savais pas où j'allais. Donc comme d'habitude, quoi. J'espère que ça vous ira. Encore une fois, l'espace commentaire est amplement ouvert. N'hésitez pas à communiquer, à échanger. Je suis tout à fait ouverte à tout type de réflexion. Je vous demanderai encore une fois, s'il vous plaît, de rester respectueux. Même dans les confrontations de pensée, même s'il y a certains bords, d'autres bords qui viennent se clash, etc. Le clash, c'est bon. C'est bon. La confrontation, c'est bon. Justement, pour la réflexion dans la vie, pour plein de choses, ça revigore. C'est très bien.
soyons en confrontation. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on s'amène à devenir autre chose, à devenir plus, à considérer justement davantage que nous-mêmes ou davantage que ce qui va dans notre sens. Mais s'il vous plaît, toujours, toujours dans le respect. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Je me permets juste de faire une petite aparté supplémentaire, sans vidéo. Je vois que vous êtes pas mal à essayer de me contacter sur Instagram, sur mon ancien compte du coup Fragment Lazuli, que je n'utilise plus du tout, même par rapport à cette chaîne YouTube. Du coup, je vais vous poster ici, si vous le voulez, mon Instagram artistique sur lequel je suis présente. Si jamais vous souhaitez déjà rester en échange avec moi ou tout simplement voir ce que je peux faire à côté, ça vous permettra déjà d'être beaucoup plus facilement en communication avec moi. Et puis deuxièmement aussi, vous inviter, si jamais vous le souhaitez, à venir découvrir ce que je peux faire à côté. Au-delà de ça, je tenais aussi à vous dire que si vous souhaitez potentiellement m'aider au travers de la création de ces vidéos, me permettre potentiellement de prendre plus de temps par rapport à ça, ou même juste tout simplement m'aider d'une quelconque manière, vous pouvez aussi m'aider financièrement si vous le souhaitez. Si vous allez justement sur mon Instagram, il y a un lien dans lequel vous pouvez accéder à tout, et il y a le lien aussi vers mon Patreon qui est à la base destiné à la création musicale, mais sur lequel il y a un abonnement justement qui est destiné aux personnes qui veulent tout simplement me supporter dans ma création artistique. Et il me semble aussi que cette chaîne YouTube est au final une création artistique. Donc si jamais certaines personnes ici souhaitent aussi pouvoir m'aider de cette manière-là, vous pouvez le faire à partir de ce lien. Je me permets aussi de vous parler de ça parce que c'est en effet actuellement mon seul moyen de financement, et c'est actuellement ce qui me permet vraiment de pouvoir continuer à faire ce que je fais. Je gagne pas grand-chose, mais le peu que je gagne change vraiment énormément tout. Et pour le peu d'ici qui voudraient venir aussi me soutenir de cette manière-là, sachez que c'est le plus grand des soutiens que vous pouvez m'apporter. Alors je vous en remercierai énormément. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur YouTube, mais je vous promets que c'est un game changer énorme, vraiment énorme. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Ciao.